Salut Booktube! Aujourd'hui, je reviens pour seulement mon 3e épisode de cette série de vidéos que je fais où je vous parle d'un ou une auteurice que j'aime particulièrement. Ce sont des auteurices où j'achète tout le temps leur dernière sortie, leur dernier livre. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'une autrice assez importante pour moi puisque ça a été pendant longtemps mon autrice préférée et qui a fait des livres avec lesquels j'ai beaucoup raisonné, je pense, entre mes 20-25 ans. C'est peut-être un petit peu moins vrai maintenant, mais il n'empêche que c'est une autrice qui fait des choses incroyables, vraiment très qualitatifs, sur beaucoup d'aspects que l'on va aborder tout de suite. Et même si peut-être que je résonne moins avec les messages et les questionnements qui sont mis en avant dans ces livres, puisque de mon côté j'ai aussi évolué, ça n'empêche que je prends toujours un très bon moment en lisant ces livres. Ce n'est pas une surprise, vous l'avez vu dans le titre, vous avez vu avec la miniature. Aujourd'hui je vais vous parler de V.E. Schwab ou Victoria Schwab. Dans cette vidéo je vais découper en plusieurs parties. Je vais déjà vous parler un petit peu de l'autrice de façon générale, puis de ses romans avec un guide un petit peu de par où commencer en fonction de votre mood de lecture, de ce que vous aimez et de ce qui vous happe le plus. Je vous parlerai aussi de mes préférences personnelles. Et puisque cette vidéo est faite à l'occasion, comme j'essaye de faire de façon régulière pour ces vidéos-là, c'est fait à l'occasion d'une grosse sortie de l'autrice, qui est donc son dernier livre, The Fragile Threads of Power, qui a été traduit sous le nom de Threads of Power en français. Elle est toujours traduite chez Lumen, c'est des traductions de grande qualité. Donc je vous encourage à découvrir en français également. Donc tous ces livres, quasiment je le mentionnerai quand ils n'ont pas été traduits, mais je mentionnerai aussi les traductions. Et donc je ferai ma review de Threads of Power si ça vous intéresse de savoir ce que j'en ai pensé. Mais ce sera la dernière partie de la vidéo. Du coup on a un gros programme, je vais attaquer donc tout de suite. Déjà, qui est V.E. Schwab? V.E. Schwab, c'est le nom de plume de Victoria Schwab. Vous pouvez trouver des côtés un petit peu discordants sur les différents livres, sur les différentes couvertures que vous pouvez voir. Initialement, elle avait choisi son nom Victoria Schwab pour les romans qu'elle faisait en young adult et V.E. Schwab pour les romans qu'elle faisait en adulte. Initialement c'était pour séparer vraiment les publics cibles et également pour un côté de difficulté d'accès à la publication pour les autrices et difficulté d'accès au public pour les autrices en fantasy adulte, puis en raison du côté sexiste de l'industrie de la fantasy adulte. Mais ça n'empêche qu'elle fait et du young adulte et de l'adulte. C'est une autrice qui écrit beaucoup de livres, elle écrit à peu près un livre par an je pense, elle est très prolifique et maintenant on est sur une bonne étagère déjà de livres de Victoria Schwab si vous les avez tous comme moi. Donc il y a de quoi faire, il y a des choses très différentes, toujours très intéressantes. C'est vraiment une autrice à base de concepts, donc elle va toujours partir d'un et si il se passait ça, et si il y avait tel concept, et elle va dérouler un petit peu tout ça de façon très intelligente, très pertinente à chaque fois. Donc vraiment je trouve que ces concepts sont toujours hyper intéressants et la réalisation est tout aussi bonne. On a surtout des très bons personnages dans ce qu'elle fait. C'est très character driven, surtout pour certains. Mais globalement, je pense que ces intrigues sont un petit peu en dessous des personnages. Personnellement, ça me va parfaitement puisque c'est ce que je préfère. Mais c'est peut-être pas les intrigues les plus politiques, les plus haletantes. On est plus sur de l'évolution des personnages et sur des personnages qui vont grandir et changer au fil des romans. Je pense que le plus à propos c'est de commencer par vous parler de ses romans. Donc elle n'a écrit jusque là que de la fantasy. Je vais parler de ses livres dans l'ordre de parution, hormis pour Threads of Power que je mettrai de façon un petit peu logique, mais vous allez voir. Donc la première parution, son début novel, c'était The New Witch, qui est un young adulte assez traditionnel. On sent que c'est un premier roman. Ça va vraiment parler de magie, de sorcière, d'être exclu, de ne pas se sentir à sa place dans la société. Pour moi, c'est le moins bon de ces romans. Et je vous avoue, je ne sais même pas s'il a été traduit en français. Ensuite, un de mes chouchous absolus, il s'agit de The Dark Vault. Donc c'est une duologie de The Archive et The Unbound. Pareil, on est un peu sur du young adulte, un peu traditionnel par rapport à ce qu'elle a pu faire par la suite, mais vraiment je trouve que c'est un livre qui est incroyable si vous aimez
les young adultes un petit peu anciens avec beaucoup de questionnements, notamment sur qui on est, sur sa place dans une famille, sur les questionnements de quand on cache des choses à ses proches, comment on fait pour être proche d'eux finalement. Une petite romance toute mignonne mais vraiment en filigrane et en second plan. On n'est pas du tout dans de la romantaisie par exemple. Et avec un super concept puisque dans cet univers-là, les personnes qui meurent sont en fait rangées dans des étagères et donc chaque âme est en fait un livre dans une étagère. Il y a une énorme bibliothèque et parfois il y a des âmes qui vont s'enfuir et essayer de rejoindre le monde des vivants et pour ça ils vont passer dans un entre-deux-mondes un petit peu qui est des couloirs et donc c'est le rôle des keepers, donc qui sont des personnes qui doivent les ramener dans la bibliothèque. Et donc on va suivre le personnage de Mackenzie qui est une keeper qui a été entraînée par son grand-père et personne de sa famille n'est au courant. Et on va la rejoindre alors qu'elle vient de déménager suite à la mort de son petit frère. Et donc avec une famille qui essaye de se reconstruire dans une zone où il n'y a pas beaucoup de keepers et où elle va se retrouver assez seule pour gérer beaucoup de fantômes qui essayent de s'échapper. En gros, on va avoir beaucoup d'emphase aussi sur la santé mentale et sur le deuil et sur la perception de soi. C'est vraiment ce que j'avais beaucoup aimé. Vraiment, c'est un livre que j'aime d'amour. Vraiment, je pense que c'est vraiment un de mes préférés. Même si on est sur du YA plus traditionnel, j'aime trop ce livre. Vraiment, il est juste génial. Mais pareil, je ne crois pas qu'il ait été encore traduit. C'est vraiment les deux premiers livres qu'elle a écrits, c'est les deux qui n'ont pas encore été traduits. Ensuite on va passer sur mon préféré des Victoria Schwab, décidément il s'agit de Vicious, donc c'est une duologie mais avec des tomes plutôt indépendants. Initialement il devait s'agir que d'un tome unique mais elle a choisi de reprendre cet univers avec le deuxième tome qui est Vengeful qui fonctionne très bien, les deux pour le coup ont été traduits chez Lumen. Elle ne se ferme pas la porte à faire un troisième tome mais pour le moment ce n'est pas du tout annoncé et comme ce sont juste des tomes dans le même univers, il n'y a pas de souci. Je vous recommande de lire Vicious si vous aimez les personnages gris, très gris, et les personnages qui font des choses très discutables, les questions de super-héros et les questions de moralité, puisque dans cet univers, on va suivre Victor et Eli, deux étudiants à la fac et qui vont faire des expériences pour comprendre les Extraordinaries, donc c'est des sortes de super-héros avec des pouvoirs bien spécifiques, et avec l'hypothèse que les expériences de mort, donc les near-death experiences, sont ce qui cause les Extraordinaries et on va aussi les suivre plusieurs années plus tard alors qu'ils veulent s'entretuer. Et vraiment je trouve qu'il y a énormément de questions de morale, de ce qui est bien ou pas, de personnages encore une fois très gris. Je trouve que c'est vraiment dans ses meilleurs livres. Pour le coup on est franchement loin du young adulte, on est vraiment dans du pur adulte et vraiment c'est incroyable. Ensuite je vais vous parler d'une de ses trilogies les plus connues, il s'agit de Shades of Magic ou A Darker Shade of Magic en anglais. Elle a été totalement traduite également. Je pense que c'est pour vous si vous aimez la high fantasy un peu plus traditionnelle, si vous aimez l'action, l'aventure, les personnages féminins un peu tête de mule et assez fort, et si vous aimez la magie puisque c'est vraiment au premier plan dans cet univers. Il s'agit de fantasy adulte plutôt mais très accessible. Si vous voulez passer du young adulte à l'adulte, c'est vraiment extrêmement accessible, il n'y a pas de scène explicite et il y a un univers qui est extrêmement riche, une magie très bien développée. On a 3 Londres, donc le Grey London qui est notre Londres à nous, sans magie, le Red London où il y a de la magie de façon assez ubiquitaire on va dire, et le White London où la magie a corrompu quasiment toute la population et où les gens s'entretuent. Et on va suivre deux personnages, Kel et Lila, qui sont tous les deux des Antares, qui ont la capacité d'utiliser toutes les formes de magie et notamment de passer entre les différents Londres, et ce sont les seuls à avoir ces pouvoir là et on va y suivre alors que shit goes down en gros. C'est vraiment une trilogie qui a beaucoup de qualités, très renommée. C'est pas forcément celle avec laquelle j'ai le plus d'attachement mais c'est vraiment quelque chose d'objectivement qualitatif. J'aime quand même particulièrement la relation entre Rai et Kel, donc ces deux frères. Leur relation est absolument incroyable, j'en reparlerai plus tard, c'est vraiment ce qu'il me reste et ce qui me fait le plus
d'émotions dans cette trilogie. Je vous parle du coup de ce dont je vais parler juste après, puisqu'il s'agit d'une suite, il s'agit de Threads of Power, donc c'est la nouvelle trilogie de l'autrice qui va prendre place dans le même univers 7 ans après les événements de la trilogie Shades of Magic. Ensuite, je vais vous parler de This Savage Song. Il s'agit d'une duologie qui a également été traduite assez récemment. C'est pour vous si vous aimez un young adulte un peu plus sombre, un peu plus dark, avec une ambiance de gang et de gang rivaux, avec une question sur la place des monstres et sur ce qui fait qu'on est un monstre. Est-ce que juste une apparence de monstre suffit ou est-ce que ce sont nos actions derrière qui font qu'on est un monstre? Il y a beaucoup de questions là-dessus et donc je vous la recommande, j'avais beaucoup aimé. Et encore une fois, la magie est absolument incroyable. Dans cet univers-là, on va avoir des monstres qui vont être créés à partir de crimes. Donc quand des humains font un crime, ça va créer des monstres. Et en fonction de l'ampleur du crime, ça va être des monstres plus ou moins puissants, plus ou moins violents. Et les plus puissants étant les Tsunai. Je crois, ça fait un moment que je les ai pas relus. Mais on va suivre donc une jeune fille qui est la fille du responsable du gros gang des humains qui en gros est chargé de protéger les humains des monstres mais qui se fait pas mal de sous en parallèle grâce à ça. Et on voit que finalement c'est pas tout beau tout rose et quelqu'un qui veut juste protéger les gens par altruisme, hein. Et de l'autre côté on va suivre un gang un petit peu adverse qui a dans ses rangs les Tsunai, donc les monstres les plus puissants qui vont tuer grâce à la musique. Et on va suivre un personnage qui est un Tsunai et qui lui tue les autres en jouant du violon. Ensuite, on a Cassidy Blake. Il y a 3 livres qui sont sortis. Il s'agit d'une petite saga de livres assez courts qui sont du middle grade d'horreur. Donc c'est du middle grade, donc ça ne fait pas extrêmement peur. Il y a surtout une très bonne ambiance. C'est pour vous si vous aimez les trucs qui font un petit peu peur, un peu glauque, mais que vous êtes un petit peu des flippettes. Ce que je comprends parfaitement. Si vous aimez les fantômes, c'est parfait pour la saison. Et si vous aimez apprendre aussi des choses, puisque en fait dans chaque tome on va suivre Cassidy, donc qui est une jeune fille qui peut voir les fantômes et qui notamment a son meilleur ami qui est un fantôme. Il s'agit de Jacob, donc c'est la seule à pouvoir les voir. Et elle va suivre ses parents qui sont des faux chasseurs de fantômes et qui vont faire une série télévisée sur les différentes villes les plus hantées et pour raconter en fait les histoires de fantômes et expliquer un peu le rationnel derrière, puisque ils sont très sceptiques et ils ne croient pas du tout aux fantômes. Et donc on a tout ce côté apprendre aussi les histoires de fantômes dans différentes villes. Donc le premier tome se passe à Édimbourg, le deuxième à Paris et le troisième à la Nouvelle-Orléans. Il y a toujours une ambiance extrêmement bien retranscrite, extrêmement bien faite. C'est assez anxiogène de plus en plus au fil des tomes. Il y a beaucoup de côté horreur, de côté fantomatique et c'était hyper cool pour du middle grade. Honnêtement ça passe très bien. Ensuite, probablement son plus connu actuellement, il s'agit de The Invisible Life of Addie LaRue ou La vie invisible d'Addie LaRue en français. Donc évidemment il a été traduit, c'est un stand-alone. Peut-être que vous aimerez si vous êtes plutôt littérature générale ou littérature blanche avec des questions un petit peu philosophiques et que vous n'avez pas forcément trop l'habitude de la fantasy, puisque on est plus sur une approche assez contemplative, assez personnage dans cet univers, puisque on va suivre Addie LaRue qui a fait un pacte avec le diable pour échapper d'un mariage arrangé il y a moult années et qui en fait se retrouve condamnée à être immortelle et que tous les gens qui la voient l'oublient. Donc il suffit qu'elle ne soit pas vue pendant 2 secondes et les gens oublient qu'ils lui ont parlé ou qu'elle a existé. Et donc on va suivre un petit peu sa vie qui est très compliquée et on va suivre un petit peu ce que c'est de ne pas exister, comment on arrive à se définir, comment on arrive à évoluer, à vivre dans ce contexte-là. Et franchement c'est un livre qui a été un coup de cœur pour beaucoup de gens. Pour moi aussi, c'est toujours assez ironique parce que dans les livres de Victoria Schwab, je préfère souvent largement les protagonistes masculins aux protagonistes féminins. C'est le cas avec Addie LaRue, j'ai moins relate à Addie qu'au personnage principal secondaire qui est un jeune garçon que j'ai beaucoup aimé et qui m'a donné énormément d'émotions. Mais c'est un livre qui est très poignant, qui donne beaucoup d'émotions et si c'est ce que vous recherchez,
Quelque chose aussi qui est très bien écrit, très poétique, très beau dans ses messages. Vraiment, je pense que ça peut vous plaire. C'est un stand-alone, donc il n'y a pas du tout d'investissement à avoir, donc je vous le recommande plus chaudement. Je vous parle d'un autre stand-alone. Il s'agit de Gallant. C'est également un middle grade d'horreur. Voilà, parfait pour la saison. Si vous aimez les ambiances contes de fées, les ambiances gothiques, maison un petit peu hantée et ambiance pour Halloween, c'est absolument parfait. Vous voyez, pour la saison, il y a plein de Victoria Schwab que vous pouvez lire si vous n'en avez pas encore découvert. Il a été traduit également. Il y a des très belles illustrations d'ailleurs dans la version physique, en anglais et en français je pense. C'est un livre aussi qui va parler de handicap puisque la protagoniste est muette, donc ça c'est toujours intéressant. Et il va s'agir d'une protagoniste qui est orpheline et muette donc, et qui va en fait se faire adopter finalement par quelqu'un qui est de sa famille distante et qui habite dans un manoir avec d'autres membres de la famille, mais le manoir est pas dans un super état et en fait elle va vite découvrir qu'il y a un mur infranchissable et qu'il y a une version un petit peu hantée, un petit peu sombre de l'autre manoir de l'autre côté de ce mur, et elle va essayer de comprendre le lien entre les deux et pourquoi toute la famille semble terrifiée par cet autre manoir. Vraiment, ce qui me reste de Gallant, c'est vraiment l'ambiance parce que j'avais trouvé qu'elle était incroyable et la protagoniste est aussi hyper intéressante, j'avais beaucoup aimé ce roman. Elle a également rédigé la storyline de romans graphiques dans ses univers, donc il y a un roman graphique dans l'univers de Shades of Magic qui est la Steel Prince Trilogy, donc c'est une trilogie de romans graphiques dans l'univers de Shades of Magic et également dans l'univers de Vicious Extraordinary qui est un autre roman graphique. Elle a participé également à l'écriture d'une série, je ne sais plus si elle avait été faite sur Netflix, qui a été annulée après la première saison. Il s'agit de First Kill. Je ne l'ai pas vue, j'en ai entendu des retours assez mitigés. Et je vais mentionner quand même qu'elle a co-participé à l'écriture d'un recueil d'expériences d'auteurice. Il s'agit de Don't Call Me Crazy, il s'agissait d'un recueil pour donner la voix à des auteurices qui avaient des soucis de santé mentale, pour exprimer un petit peu ce que c'était la santé mentale et faire un portrait assez large des problématiques de santé mentale pour sensibiliser le grand public. Maintenant que je vous ai parlé de tous ces livres, donc que j'ai vraiment beaucoup aimé, mes deux chouchous, c'est vraiment The Archived et Vicious qui resteront à jamais dans mon cœur. Je pense aussi que je les ai lus au bon moment. C'est vraiment le moment de ma vie où j'avais besoin d'un regard comme celui de l'autrice. Et je pense que tous ces livres ont énormément de qualité. Beaucoup ont adoré absolument Addie LaRue, que j'ai probablement lu pas forcément au bon moment, mais je vous recommande quand même d'essayer. Et elle écrit des choses très diverses, donc si vous sentez qu'il y a quelque chose qui n'était pas forcément pour vous, essayez peut-être de vous tourner vers quelque chose d'assez différent. Si vous avez lu par exemple ces middle grade d'horreur, les YA sont pas du tout pareils, il y en a des plus ou moins sombres, il y en a des plus ou moins haletants, des plus ou moins riches en aventure, des plus ou moins lents. Par exemple Shades of Magic, on va être plus tourné sur de l'aventure pure, alors que Addie LaRue ça va être plus du contemplatif. Voilà, il y a vraiment beaucoup de choses parce qu'elle écrit des choses tellement différentes que tout le monde peut s'y retrouver. Si vous voulez comme moi faire du forcing avec les gens, je pense que les gens qui aiment bien les choses très matures, très adultes, Vicious, c'est absolument parfait. Des gens qui aiment bien plutôt la blanche, ça va être plutôt Addie LaRue, parce que le côté surnaturel, le côté fantasy, même plutôt fantastique finalement, est assez en retrait et donc ça peut vraiment leur parler. Donc voilà, vous voyez, il y en a vraiment pour tous les goûts. Mais ce que j'aime particulièrement avec cette autrice, ce n'est pas juste ses livres, c'est aussi la personne qu'il y a derrière, puisque c'est une personne que je suis depuis très longtemps sur les réseaux sociaux et qui est très vocale sur les réseaux sociaux. Elle fait beaucoup de stories sur Insta, de posts sur X, même si je ne suis plus sur ce réseau, et elle parle de façon très ouverte du processus d'écriture, de comment elle fait. Elle a d'ailleurs une chaîne YouTube où pendant longtemps elle a fait des vidéos sur son process d'écriture. Maintenant elle a un petit peu moins le temps je pense, et donc elle a un petit peu mis de côté, mais il y a déjà des très bonnes ressources. Si vous aimez écrire, je vous recommande. Mais elle parle aussi beaucoup sur les réseaux des doutes, des difficultés de continuer à écrire, les difficultés de la méthodologie d'écriture, de comment faire quand on est bloqué, etc. Elle est vraiment très ouverte sur ce qu'est la difficulté du métier d'auteurice, et même quand on a autant de livres à son actif, la difficulté
de se dire que ce livre ne sera jamais fini, je n'arriverai jamais à l'avancer, je n'arriverai jamais à le relire, c'est trop de travail, c'est trop imposant, ça fait trop peur, et vraiment je trouve que c'est extrêmement rassurant, extrêmement valorisant. Elle a une phrase qui est très connue parmi ses fans, il s'agit de One word at a time, et c'est vraiment un adage qui est très véridique, je trouve, et qu'elle utilise très souvent, donc c'est pour écrire un roman, il faut écrire un mot à la fois. Et en plus de toute cette relation avec l'écriture qui du coup me touche particulièrement vu que j'écris également, elle va parler aussi de sujets comme la santé mentale. Elle admet elle-même que ce n'est pas forcément des choses dont elle veut particulièrement parler au quotidien, mais elle le fait pour aider d'autres personnes qui la suivraient et qui ressentiraient la même chose. Donc c'est une relation très ambivalente parce qu'on sent que tout n'est pas réglé dans sa vie par rapport à ça. Je ne veux pas en parler plus, mais si ce sont des sujets qui vous touchent et où vous avez envie d'avoir un petit peu des expériences par rapport à ça, n'hésitez pas à aller voir ce qu'elle en dit, et parce que c'est toujours très pertinent et très intéressant. Et maintenant, pour conclure entre guillemets cette vidéo, je vais vous parler donc de son dernier roman qui est paru il y a quelques jours chez Lumen en traduction. Donc il est sorti fin septembre en VO, donc on a 2 semaines de décalage pour la VF, ce qui est incroyable. Je l'ai lu dès sa sortie évidemment puisqu'il s'agit de Victoria Schwab, que je me sentais obligée de le faire. Et je dois dire que j'ai beaucoup aimé ce livre. Petit disclaimer pour les gens qui seraient intéressés, il faut vraiment avoir lu A Darker Shade of Magic avant, puisque dans Threads of Power on va suivre les événements qui se passent 7 ans après les événements de Shades of Magic. Je vous avoue que je les ai lus il y a plus de 5 ans, donc je me souvenais pas de tout. Mais globalement j'avais l'idée, ça m'a pas gênée, mais c'est vrai qu'on suit vraiment les personnages de Shades of Magic qui sont vraiment presque des personnages principaux dans Threads of Power. Donc si vous ne l'avez pas lu, ça peut être un petit peu gênant. Je dis pas que c'est absolument impossible, mais c'est dommage parce que ça va vraiment vous spoiler tout Shades of Magic, et si on n'a pas le bagage des personnages, si on ne les connaît pas, si on n'a pas vécu les 3 tomes avec eux, ça va vraiment diminuer l'implication, surtout au début, surtout dans la première moitié, dans Threads of Power, donc vraiment je recommande pas. Donc vous avez compris, j'ai beaucoup aimé ce livre. C'est pas pour moi, ce n'est pas un livre qui est parfait, j'ai eu des petits soucis de rythme, et notamment dans la première moitié, puisque on a tout un début qui fait le classique de ce genre de livre que je ne comprends pas, mais c'est pas un défaut de l'autrice, hein, c'est juste dans les tradition, on va dire, c'est-à-dire de faire beaucoup de tels pour rappeler ce qui s'était passé avant, alors que moi je trouve que c'est beaucoup plus simple de mettre un résumé de la première trilogie au début et après de considérer que tout le monde l'a lu et de ne pas rappeler de façon un petit peu maladroite. Vous savez, c'est comme dans les Harry Potter où dans le tome 5 on nous redit oui vous savez Harry Potter est un sorcier, voilà. C'est ce genre de choses. Après voilà, c'est dans les codes un petit peu, c'est dans les classiques, et une fois qu'on a remis les bases sur ce qu'on devait savoir, on passe à autre chose et c'est plus du tout gênant après. J'ai trouvé aussi qu'il y avait un petit peu des soucis au niveau du rythme dans la première partie, puisqu'on a pas mal de flashbacks, notamment sur les personnages que l'on connaît déjà en fait, les personnages notamment Kel, Layla. Oui, peut-être que ça va spoiler pour certains trucs, Shades of Magic aussi, hein, je précise, parce que oui, je vais parler des personnages qui sont là, donc s'ils sont là, c'est qu'ils sont pas morts dans Shades of Magic déjà, donc voilà, si vous voulez pas du tout en savoir, venez pas. Arrêtez là, et puis voilà. Donc, on va voir notamment des flashbacks pour Kel, Layla, Alucard, Rye et tout ça, pour ce qui s'est passé pendant les 7 années, en fait, de façon un peu globale, ce qui s'est passé. Et j'ai trouvé ça un petit peu dommage, j'ai trouvé que ça alourdissait un petit peu le rythme, que ça ralentissait énormément la progression de l'histoire pendant la première moitié, et que ça donnait un rythme un petit peu lent. Je trouve que ça aurait été mieux presque de faire des novellas ou un recueil de novellas sur les 7 ans avec certaines scènes qu'on peut avoir dans Threads of Power, parce qu'en plus c'est totalement optionnel en fait, c'est pas des choses qu'on a absolument besoin de savoir, donc ça aurait totalement pu passer en tome 3.5 de Shades of Magic par exemple. J'ai trouvé ça un petit peu dommage, mais à part ça, j'ai trouvé que c'était vraiment extrêmement bien mené. Une fois qu'on a passé un petit peu les flashbacks, le rythme s'accélère vraiment et on a vraiment un rythme qui est presque parfait à partir du moment où on arrête ces flashbacks. J'ai beaucoup aimé aussi les nouveaux personnages.
notamment Tess, que je trouve très intéressante. C'est une protagoniste féminine qui est très intéressante, que j'aime beaucoup. Donc Tess, c'est une jeune fille de 15 ans qui travaille dans une sorte d'échoppe de réparation d'objets en fait, et qui peut voir les Threads of Power, donc c'est les fils un petit peu de magie dans les objets, et en fait elle utilise ces fils magiques pour réparer les objets magiques, et elle est très douée pour ça. Sauf que c'est une capacité qui est très rare. On ne connaît que Alucard qui est capable de voir ces fils de magie, mais il ne peut pas les manipuler comme elle le fait. Et donc elle est extrêmement douée, elle va se retrouver évidemment mêlée à tout ce qui va se passer, et j'ai vraiment beaucoup aimé son développement. Je trouve que c'est un personnage qui est très intéressant, qui est passionné par ce qu'elle fait, tout en sachant que c'est pas habituel, que c'est bizarre et que les gens n'apprécient pas ce qui n'est pas habituel, donc en essayant de le cacher au maximum et de rester anonyme. Et en fait tout ce qu'elle veut c'est pouvoir réparer ces petits trucs parce qu'elle adore ça, qu'elle aime bien les rendre meilleurs, faire des expérimentations, essayer et tout ça, et qu'elle veut juste ça et qu'elle veut être tranquille. Malheureusement c'est pas ce qui va se passer, mais c'est ce qu'elle veut. On va suivre également dans White London Kosika, qui est une jeune reine qui va commencer à développer tout un culte autour d'elle, puisque c'est la première Antari depuis Hollande, depuis la mort de Hollande suite aux épisodes de Shades of Magic, puisqu'entre temps il est décédé. Pour le moment ça se mêle pas trop avec les histoires du Red London, ce que j'ai trouvé un petit peu dommage. J'ai trouvé que pour le moment on n'avait pas assez de fils qui liaient les deux. On se doute bien qu'à terme ça va lier les deux, mais j'ai trouvé que c'était quelque chose de très intéressant qui était développé, et on sent que c'est vraiment juste les prémices. Ça devient déjà un petit peu glauque tout ce qui se passe, et vraiment je sens qu'il y a beaucoup de potentiel. Pour le moment c'est pas vraiment ce qui était au premier plan, mais je sens qu'il y a vraiment beaucoup de potentiel. Et si on continue sur les personnages, j'étais évidemment extrêmement heureuse de retrouver Kel et Rai et Alucard. Layla, je peux toujours pas la piffrer, mais ça c'est personnel. Vraiment je ne l'aime pas, elle me saoule, elle m'agace beaucoup. Voilà, elle m'agace beaucoup. Ça allait mieux ici, ça reste Layla. Elle a toujours ses travers, mais on la suit moins que dans Shades of Magic, donc ça va mieux. Et j'ai été très contente de voir plus de Rai, plus de Alucard, parce que vraiment, leur relation est magnifique, vraiment. Et là, je trouve que c'est extrêmement bien abordé, la question des héritiers pour Rai, la question du mariage, la question de la relation homosexuelle, extrêmement bien amenée. J'ai trouvé que c'était fait de la meilleure façon et de la façon la plus satisfaisante. J'ai adoré de revoir Kel et Rai ensemble. Je pense qu'en fait finalement c'est presque dommage à dire, mais ce qui m'a donné le plus de feels, c'était déjà ce qui me donnait le plus de feels dans Shades of Magic, même si j'ai beaucoup aimé Tess. Et finalement c'est ce que j'en garde, c'est toujours la même chose que dans Shades of Magic, c'est les mêmes aspects qui m'ont marqué dans la première trilogie, qui vont me marquer ici. Et je trouve que finalement c'est un petit peu dommage. L'intrigue est un peu gênée finalement par le fait qu'il y ait tous ces flashbacks et par le fait qu'on puisse pas développer beaucoup de choses dans la première moitié. Et du coup l'intrigue est pas forcément extrêmement développée pour le moment. Et on a un peu une intrigue qui se suffit à elle-même dans ce premier tome, avec toute la dimension de la rébellion. On sent qu'il y a un truc en plus qui va lier tous les tomes, mais finalement j'aurais aimé peut-être quelque chose de plus complexe, de plus développé dans l'intrigue, mais c'est comme ça. C'était quand même très intéressant de voir la rébellion et de voir comment ça s'est déroulé. Finalement la fin était très satisfaisante, mais voilà, j'ai trouvé ça peut-être un petit peu dommage. J'ai vraiment hâte de voir où ça va aller pour la suite, parce que maintenant qu'on a vraiment établi les bases, ça reste un premier tome d'une nouvelle trilogie. Maintenant qu'on a établi les bases, j'ai vraiment hâte d'avoir tous les liens entre les différents Londres, entre le White London et le Red London surtout, et de voir un petit peu tout ça qui va se rencontrer et tous les personnages qui vont pouvoir se rencontrer. J'ai vraiment hâte de savoir ce que ça va donner. J'ai quand même beaucoup aimé, je pense que j'aurais voulu aimer plus, parce que c'est Victoria Schwab, parce que j'ai eu des coups de cœur absolus pour ses livres, que là c'est pas le cas. Je lui ai quand même mis 4 sur 5 étoiles parce que c'était vraiment très bien, et comme souvent ce que j'ai dit, c'est que je vois des qualités très objectives. Pour moi il y a quelques petits défauts dans le rythme comme ce que j'ai dit avant, mais vraiment pour un premier tome c'est extrêmement bien, des bons personnages surtout, mais une intrigue qui est peut-être un petit peu en dessous à cause du fait qu'on a dû passer du temps à raconter ce qui s'était passé pendant les 7 ans. Pour moi c'est vraiment ça le gros défaut du livre, que j'aurais peut-être pas fait comme ça.
Mais c'est pas grave, ça se lit extrêmement bien, extrêmement vite, c'est extrêmement addictif, surtout dans la deuxième moitié. Si vous aimez les personnages de Shades of Magic, vous allez aimer Threads of Power, évidemment, parce que on est tellement heureux de tous les retrouver. Mais voilà, j'ai pas grand chose de plus à en dire. Cette vidéo est déjà probablement bien trop longue. J'espère que ça vous a plu, j'espère que si vous ne connaissez pas Victoria Schwab, vous avez envie de la découvrir. Si vous l'aimez autant que moi, voilà. J'espère que vous aurez plaisir à lire Shades of Power ou Threads of Power ou que vous l'avez déjà lu. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si vous êtes d'accord avec mon avis dans les commentaires. Si vous ne connaissez pas Victoria Schwab, n'hésitez pas à me dire par lequel vous aimeriez commencer et si je vous ai donné envie de la découvrir. Mais bref, j'adore cette autrice. J'espère que ça vous a plu, mais en attendant, on a tous de procrastiner, on va prendre un livre et moi je vous dis à la prochaine.